Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. 23 minutes exactement dans les studios de votre radio Victoire FM. Messieurs et dames, c'est une formation politique qui s'appelle ADI, Alliance des démocrates pour le développement intégral, parti membre de la coalition des 14. Alors, son président national, professeur Méchaboué Gogué, c'est lui qui est notre invité de ce matin. Alors, professeur, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà. Merci pour la disponibilité sans cesse constante pour être dans cette émission. Alors, ma question à vous poser tout de suite, le parti ADI, comment c'est parti? Non, il se porte très bien. Nous menons nos activités habituelles, traditionnelles, qui est l'approche, la sensibilisation des militants de la population, et nous participons très bien aux activités du C14. Voilà. Nous sommes membres. Voilà. Et vous êtes également professeur dans les universités publiques du Togo. À Kara, en début de semaine, les étudiants de cette université en assemblée générale ont voulu réclamer leur allocation, mais rapidement dispersés par la gendarmerie. Quelle lecture faites-vous en tant que professeur de ces étudiants? Non, en tant que professeur, je regrette beaucoup ce qui se passe dans nos universités. J'ai dit il y a peut-être 4-5 ans à des collègues universitaires que nous avons oublié la lutte que nos ancêtres, les enseignants du passé, ont menée pour obtenir des franchises universitaires. Je suis totalement surpris que de nos jours, pour un rien, les responsables de l'université, même des professeurs, sont pour l'intervention des forces de l'ordre pour régler de petits problèmes. Les étudiants étaient en assemblée générale, je crois, pour le problème des allocations. Oui. C'est regrettable que les universités et les étudiants insistent seulement sur les aspects sociaux, alors qu'il y a d'autres problèmes académiques qui les préoccupent. Mais c'est leur droit. Vous vous rendez compte que depuis le début de l'année, ils n'ont rien perçu. Et lorsqu'ils ont revendiqué, le lendemain, ils ont été payés. Ça veut dire que le gouvernement, même les autorités, trouvent que ces revendications étaient normales et que c'est de leur faute que ça traînait. Ils servaient. Moi, je crois qu'il fallait discuter avec les étudiants, leur dire que, écoutez, nous sommes dans le processus, peut-être le lendemain, vous aurez ça. En lieu et place de faire intervenir les forces de l'ordre. Moi, je ne comprends pas pourquoi on gaspille des ressources comme ça. C'est totalement énervant dans la mesure où, actuellement, toute assemblée générale des étudiants est systématiquement se termine mal. Pourquoi? Où est-ce qu'on veut que les étudiants apprennent à discuter ensemble, à affronter leurs idées? C'est lors de leur assemblée générale. Je trouve que c'est totalement inadmissible de la part d'intellectuels de ce pays qui se comportent ici, qu'ils appellent tout le temps les forces de l'ordre. Peut-être que les forces de l'ordre seront obligées eux-mêmes de leur faire la morale. Quand même. Je ne peux pas. C'est des choses que je ne comprends pas. Donc, à votre entendement, professeur, en réalité, les responsables de ces universités auraient pu faire fi de faire appel aux forces de l'ordre, mais sûr, de recadrer eux-mêmes les étudiants? Bien sûr. Moi, je l'ai fait. J'ai été responsable de l'université de Lomé. Et durant la période la plus difficile, vous savez, en 91, 90-91, j'étais vice-recteur jusqu'en 80. Vice-recteur. Donc c'est la période la plus difficile. Oui. Il y avait beaucoup de revendications, surtout politiques. Malgré ça, on a réussi. Vous vous rappelez, il n'y a rien, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas. Moi, j'ai fait appeler, je me rappelle, le ministre de l'Intérieur en ce moment, il s'agit du général Ami, il voulait tout le temps faire venir les forces de l'ordre. Je lui disais non, que c'était un problème que vous allez régler entre nous à l'université. Et ça a été toujours fait. Je ne vois pas, les étudiants sont très responsables. Mais évidemment, depuis septembre, jusqu'à mai, là, ils n'ont perçu rien de leur allocation. Même les responsables de l'université devaient être les premiers à attirer l'attention des ministères que vraiment ce que vous faites n'est pas bon. Ils devaient défendre les étudiants sur ce point. Ils ne le font pas. Lorsque les étudiants se réunissent pour revendiquer, il faut intervenir les forces de l'ordre. Oui, alors professeur, est-ce que vos juniors, ils arrivent quand même à vous approcher pour essayer de voir comment avez-vous pu faire pour réussir quand vous étiez à cette même place dans le temps et que eux peut-être aujourd'hui sont confrontés à des difficultés? Oui, non, pour le moment, je n'ai pas beaucoup de discussions, mais je leur en parle, je n'ai pas beaucoup de discussions avec eux, mais j'en parle aussi aux gens, au ministère. Je me rappelle, il y a peut-être il y a 6 ans, on avait fermé l'université de Kara à un moment donné. Oui. J'étais présent sur le campus. Même récemment, ils ont été il y a quelques années. Oui. J'étais sur le campus quand je donnais cours à Kara.
Et on est venu me chercher de sortir parce que bon, ça risque de chauffer. Alors quand j'ai traversé le campus, je suis arrivé au décanat de Sciences Po. Mais lorsque j'ai vu le dispositif des gendarmes et des policiers, j'ai appelé le directeur général de la gendarmerie qui est actuellement, et de la police qui est actuellement le préfet de Sokolé, et le directeur général de la police, je ne sais plus s'il était de la gendarmerie ou le directeur général de la gendarmerie, qui est actuellement le ministre de la Sécurité. Je leur ai dit, écoutez, vos dispositifs là, c'est sûr que si vous ne faites pas partie des gens, d'ici quelques minutes, vos agents, d'ici quelques minutes, il va y avoir des affrontements, ça peut être grave. Alors que si vous les faites partie, ça va aller sans problème. D'accord que les cours seront perturbés, c'est trop dire, mais ils n'ont pas écouté et ça n'a pas manqué. Ils ont été obligés ils ont chargé. Les étudiants. Ils ont chargé les étudiants, les étudiants ont réagi, on en a arrêté certains, on a décidé de fermer l'université. Mais le lendemain ou bien 2 jours après, ils ont été obligés de rouvrir parce que c'est le mauvais comportement de nos agents. Alors, face à ces genres de situations, quelles solutions pour pouvoir estomper ou bien atténuer ces problèmes sur les campus universitaires? Non, il faut anticiper, surtout pour les problèmes qui réclament. Si nous avons voté le budget depuis décembre dernier, oui, on sait ce qui est réservé aux étudiants. Je sais que l'État a probablement des problèmes de trésorerie, mais ça que c'est un point sensible. Les étudiants, ça constitue quelque chose de sensible et il faut payer les allocations ou les aides qu'on les appelle. Mais il faut bien programmer et les informer. Les informer, il ne faut pas attendre à chaque année, c'est la même crise. À chaque année, il faut que les étudiants protestent avant que vous ne les payez. Mais c'est un droit à eux. Mais si vous n'êtes pas en mesure de payer tôt, vous les informez, vous discutez avec les responsables, vous établissez un calendrier pour les payer. Les étudiants sont suffisamment responsables pour comprendre les difficultés que le gouvernement a et les délais que cela peut avoir. Donc à travers des discussions. D'avoir des discussions, des dialogues et un peu d'effort pour s'occuper de l'université, je crois que ça peut. À Kara, si on s'en souvient bien, le PNP de Tipi Achadama avait été empêché de tenir un meeting. On avait dit que c'était à la gare routière. Le parti des Togolais a subi le même sort. Cette fois-ci, c'était au niveau d'un centre catholique. Mais le plus récent, c'est votre collègue dans les 2 universités, professeur Oulou, qui est également responsable d'un parti politique, qui s'est vu vider la salle dans laquelle il devrait animer une conférence sur la citoyenneté. Finalement, professeur, ma question est de savoir que se passe-t-il au juste à Kara? Non, disons, vous pouvez même régénéraliser ce qui se passe sur le Togo. Bon, Kara, c'est particulier. Je ne sais pas, ils empêchent, même si nous disons souvent c'est Mango, Bafilo et Sokodé, il y a des problèmes. Mais on peut dire presque toutes les villes du Nord, plus particulièrement Kara, et je viens de Pandial aussi, c'est un problème. J'ai l'impression que le gouvernement veut empêcher toute contestation dans sa vie. Il veut empêcher toute contestation. Et je trouve ça fortement regrettable. Regrettable dans la mesure où, si vous prenez le cas du professeur Oulou, c'est une éducation. C'est le rôle d'abord d'un professeur, c'est le rôle également d'un parti politique que d'informer, de former les citoyens. D'un côté, les gens nous accusent les partis politiques de ne pas sensibiliser, former la population. De l'autre, voilà, on nous empêche. Je crois que il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Ce n'est pas parce qu'on veut protéger, on est pour unir, qu'on doit avoir ces comportements. Cette formation ne s'adressait pas uniquement aux militants du PSR, aux militants de l'opposition. Ça s'adressait à tout citoyen. C'était ouvert. Je ne pense pas qu'on demandait, réclamait l'appartenance à un parti politique avant d'accéder à la salle, mais c'est à tout citoyen. Ça nous permet d'améliorer notre vie ensemble. Je crois que ce côté, je regrette beaucoup ce qui se passe à Kara. Et ça veut dire que les opposants n'ont rien de bon à offrir aux populations. Carrément, c'est aux gens qui sont vos militants. C'est pas possible qu'on le dise ici, c'est pas possible. C'est comme vous voir, on vous empêche à des endroits. Bien sûr, non, la situation togolaise est particulière. Lorsque les gens nous parlent du cadre électoral ou bien d'aller aux élections, avec tout ça, comment voulez-vous qu'on puisse réagir? Nous sommes, les partis politiques constituent un acteur important dans la vie d'un pays. Les partis politiques ont pour responsabilité de former les agents. Une des responsabilités, c'est de former les agents
les populations. Donc, c'est dans le sens d'améliorer la citoyenneté du citoyen et nous en avons besoin actuellement. Vous voyez, lorsque un pays vit dans une crise et il y a une tendance à une crispation des deux côtés, il est important que l'on puisse former les gens pour pouvoir améliorer les vivre ensemble. Donc nous avons un rôle important à jouer. On ne peut pas limiter nos actions dans des zones géographiques données. C'est totalement une faute et une erreur et c'est dangereux pour l'avenir de ce pays. Donc vous devez couvrir toutes les tribus du territoire national. Nous avons le devoir. En fait, l'achat de partis politiques exige que chaque parti ait des gens partout. C'est ça. Et puis moi, en tant que député, moi je suis député national. Oui, vous êtes député pour tout le Togo. Pour un mandat non impératif. Donc, je suis député de partout. Avez-vous cherché par moment, au niveau de la C14 peut-être, à rencontrer le préfet de Kara pour comprendre un peu la situation? Puisqu'il y a beaucoup de partis membres de la coalition qui ont été empêchés de faire des activités politiques dans cette localité. Non, bon, c'est par le ministère de l'administration territoriale. Et dans nos revendications, nous avons dit qu'il faut lever cette contrainte qui imposait la liberté de mouvement des partis politiques, de nos militants, des responsables, des leaders des partis politiques. C'est ça que nous sous-entendons. Nous en avons parlé clairement au président guinéen et ghanéen, la possibilité qu'on puisse organiser une manifestation à Kara. De Kara, allons à Dapaon, disons dans la région des Savanes, qui s'apparente au fief du parti politique ADI, dont vous êtes le président national. Vous aviez voulu faire des activités politiques dans la semaine, mais dans certaines localités, cela n'a pas pu être le cas. Alors, professeur, avez-vous été empêché ou bien la manifestation avait été interdite? Le résultat est le même. Disons, c'est surtout Penguer, même si dans toutes les préfectures, il y a eu des problèmes. Mais dans les autres, ça a été résolu. Mais à Penguer, j'étais ahuri par ce qui est arrivé. Non, totalement ahuri. Je suis totalement choqué par ce qui est arrivé à Penguer, dans la mesure où même le préfet, je le connais très bien. Je le connais très bien. Et vraiment, je l'ai appelé, malheureusement, je ne l'ai pas eu le dernier jour de mon départ. Je ne peux pas comprendre un tel comportement. Voilà une préfecture, ils m'ont dit que mes représentants ont adressé très tard la lettre d'information, pour le meeting. Puisqu'ils devaient faire des meetings dans trois cantons, Borgo, Mandouri et puis Koudouare. C'est les trois cantons les plus importants. Et bon, j'ai dit ok, moi-même j'avais déjà dit à mes représentants, écoutez, comme vous adressez le courrier, la correspondante d'information trop tard, vaut mieux chercher un lieu privé ou dans une maison chez quelqu'un où vous pouvez rencontrer les militants. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens, mais c'est déjà l'idée, c'est que le message puisse passer. Ils ont plus ou moins accepté, ils ont cherché. J'arrive à Borgou, on me dit que, quelques minutes avant qu'il n'arrive à Borgou, le représentant du parti à Borgou m'informe que non, que c'est interdit, que le préfet et le CB est là, que le préfet a appelé pour interdire. Je dis ok, j'arrive, on va voir de quoi c'est. J'arrive. J'appelle, je vois le CB, le commandant de la brigade de la gendarmerie. Je l'appelle, il vient, on discute, je dis, mais quel est le problème? Il me dit que vraiment, nous n'avons pas informé tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, vous savez, même si c'est une mauvaise interprétation de la loi régionale, ok, mais on peut, comme c'est l'interprétation qui court, on peut l'accepter ainsi, on peut faire ça dans une maison. Ah, il dit non, il y avait un arbre devant la maison du représentant. J'ai dit, mais on peut faire ça ici, la rue. Il dit non, que ce n'est pas privé. Je dis, mais la maison de l'arbre devant la maison de votre représentant, c'est à 10 mètres, à 5 mètres de la maison. Donc c'est à peu près, peut-être c'est lui-même qui a planté l'arbre. Il dit non, que ce n'est pas privé. Il dit, ah bon, ça c'est ma première nouvelle. Il dit, ok, on va faire ça dans la maison, même dans la cour clôturée, là, on va faire ça. Il dit, ah, il faut qu'il remonte l'information à ses chefs. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire remonter les informations? Je n'ai pas le droit, en tant que député, en tant que Togolais, venir dans une maison. Mais j'étais totalement outré. Bon, là, il a compris, ok, dis-moi, si vous voulez faire, bon, il faut que lui remonte l'information, mais en même temps aussi, comme les esprits sont surchauffés, est-ce que je peux reporter ça au lendemain? Reporter. Il dit, moi, je viens de Lomé, je ne peux pas reporter comme ça. Bon, à la limite, pour qu'on puisse entendre, je vais revenir demain, le lendemain. Alors, il me dit, c'est comme je dois faire ça chez lui,
Et dans une maison privée, il a raison, il faut que j'ai l'autorisation du propriétaire de la maison. C'est qui est normal. Bon, ok, j'ai dit, bon, c'est ça. Bon, je vois le propriétaire, mais il a eu des intimidations avant. Avant, on lui a dit, avant que je n'arrive... Le propriétaire qui se trouve être votre représentant? Oui, que si je fais la réunion chez lui, avant que je ne vienne, si je fais la réunion chez lui, bon, moi je vais partir. Et ici, lui subira les représailles. Voilà. Bon, il a eu un peu peur, il traînait, j'ai dit que pour ne pas créer des problèmes, je suis parti. Ça, c'est un. Deuxième chose, ça, ce n'est rien. Hein. J'ai un ami que j'ai connu, bon, un ami de la zone, depuis 2011. Donc, il était à Kara, on l'a affecté à Tabugo, de Tabugo, on l'a affecté à Mandourou. Il est un responsable administratif là-bas. Donc, j'ai dit, bon, j'étais à 10 km de chez lui, j'ai dit, bon, je vais aller saluer. Je vais chez lui, il n'est pas là. Je l'appelle, il me dit, ah, qu'il arrive. Il vient, bon, il me dit qu'il était dans un village. Et comme c'était sur ma route de retour, je dis, ok, on va aller. On va, il était avec des gens, dans une maison. Je bavarde, donc je me suis arrêté, évidemment, pour bavarder avec eux, c'était ses amis. Évidemment, j'ai profité pour en parler politique. Quand j'étais là, le sous-chef appelle le préfet pour lui signaler qu'on fait une réunion, un de ses habitants fait une réunion chez lui avec moi et il n'est pas au courant. Et le préfet ose appeler le cadre dont j'ai parlé pour lui dire comment est-ce qu'il peut me recevoir alors qu'il sait qu'il ne doit pas faire de réunion. Et ça, c'est grave. Mais c'est excessivement grave. Ça veut dire que... La personne est chez elle. Oui. Et vous lui avez rendu simple visite. Pas d'activité politique. Non. Même si je fais activité, je peux rentrer chez quelqu'un. Par exemple, ici, après l'émission, je peux bavarder avec vous. Évidemment, là, c'est... Mais évidemment, si je veux parler politique, il faut que j'ai l'autorisation du propriétaire. Mais chez un ami, chez quelqu'un, dans sa maison privée, j'ai besoin d'avertir que je vais visiter quelqu'un. Mais c'est excessivement grave ce qui se passe dans ce pays. Je me demande si ces gens-là, que ce soit l'armée ou ces autorités administratives, est-ce qu'ils sont conscients des gestes qu'ils posent? D'abord, les intimidations, c'est très fort. C'est très fort. À l'intérieur? Nous sommes en train de blaguer, mais c'est sérieux ce qui se passe. C'est la peur des gens dans les villages. Même, on peut dire même la peur des cadres de l'administration. Mais si vous discutez avec eux, c'est la peur qui anime beaucoup de gens d'unir à s'exprimer, à extérioriser leurs sentiments sur les problèmes actuels. Est-ce qu'ils pensent exactement sur les problèmes que nous avons, sur les incidences de leur comportement, de leur peur, ou bien des intimidations, ceux qui font les intimidations sur l'avenir de ce pays? Je me demande s'ils sont conscients. Parce qu'ils veulent simplement satisfaire ou bien se cacher derrière cette peur. C'est totalement inexcusable. Parce que c'est des responsables. Un responsable, quand même, doit avoir le courage de poser certains gestes qui vont dans l'intérêt de la population en général et non dire que j'ai peur des intimidations, ou bien j'ai peur, ou bien de... Oui, alors, professeur, au regard donc de tout ce que vous venez d'étaler, est-ce que cela est synonyme du fait que même si votre propre frère ne partage pas ces mêmes convictions avec vous, vous ne pouvez plus lui rendre visite? Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je ne peux pas... En principe, c'est totalement... Il nuit qu'un préfet qui était commandant de l'armée togolaise. Je me demande si le commandant de l'armée, si les officiers supérieurs de l'armée réfléchissent ainsi. Mais c'est excessivement grave qu'ils soient pour unir. En fait, même dans sa fonction, il n'a pas le droit d'être uni. D'abord, même en tant qu'officier, il n'a pas le droit d'être uni. Il peut être uni, mais dans sa fonction, il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de le faire, de l'exprimer. Mais que des gens de ce niveau puissent penser que moi, député, avec un mandat non impératif, je ne puisse pas venir discuter avec des gens qui je veux dans leur maison, sauf si eux, les gens sur qui je vais discuter, ils protestent. Totalement d'accord. Ils ont raison, je viens chez eux, j'expose des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils peuvent me renvoyer de chez eux. Ça, je suis d'accord. Mais quelqu'un que je rends visiter à quelqu'un, discuter avec lui. Mais ça, je n'ai jamais pensé que ces gens-là, ces officiers, des cadres de ce haut niveau, que la société togolaise, a payé la formation, qu'ils puissent se comporter comme ça, c'est totalement regrettable.
Oui, est-ce que le chef ou le sous-chef qui avait alerté ou informé le préfet, lui aussi, avait-il peur ou bien c'est des consignes d'ordre? C'est des consignes d'ordre, certainement des consignes d'ordre. Ou bien il avait peur qu'on puisse le faire des reproches. Mais c'est ça, c'est lié. Peut-être qu'il a pensé que si après on apprend que je suis venu, j'ai fait des choses, bon, on va lui dire pourquoi il n'a pas signalé. Il y a plein de cas comme ça. Oui, alors, professeur, face à une telle situation, est-ce que vous pourriez encore avoir vos représentants? Puisque quand il s'agira d'une élection, vous devez avoir des délégués dans les bureaux de vote. Bien sûr. Alors, non, ce qu'ils ont fait, c'est grave. Moi, j'ai décidé ce mois-ci, au mois de juin, nous allons envahir Kenya. On ne peut pas autoriser cela. C'est totalement admissible. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter qu'on brime tant des populations. Ce n'est pas possible. En tant que Togolais, non pas en tant qu'homme politique. Ça, c'est totalement différent. En tant que Togolais, je ne peux pas admettre que l'on brime des populations, qu'on intimide un Togolais et des Togolais ainsi. Ce n'est pas possible. C'est totalement... je ne peux pas comprendre que... Non, j'étais ahuri. Vraiment, professeur, vous êtes visiblement dépassé. Non, je suis dépassé. Ça m'arrive rarement. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Je me rappelle d'un cas où j'étais parti dans un village. Il y a une jardinière d'enfants, une jeune femme, qui me pose un problème. Elle me dit non, que le sol n'était pas cimenté de son. Je lui ai demandé combien c'est et je vais voir ce qu'il peut faire. En tant que député, bien évidemment. Oui, même j'étais député, mais c'est pas. Je dis ça là, c'est en tant que Togolais. Bien. Je vois des enfants, des Togolais qui sont dans de mauvaises conditions de travail. Vous savez, chez nous, en Harmattan, il y a de la poussière, c'est pas bon pour la santé des enfants. Je suis parti. Cette femme a été convoquée par le préfet. Mais pourquoi, lui disant, mais écoutez, vous attendez le député de l'opposition pour l'informer de cette situation. Pourquoi vous en avez pas parlé? Elle dit, mais non, que c'est le député est venu, elle a un besoin, elle en a parlé. Si vous étiez venu, je vous en ai parlé. Le chef du village n'était pas présent. Le chef du village est revenu. On le convoque à la préfecture pour lui demander, mais est-ce que vous savez que le député est venu? Il dit, il l'aurait appris, mais qu'il n'était pas là. On dit, mais est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Il dit, lui ne sait pas. Il dit, mais comment tu ne sais pas? Tu es chef. Vous, on en est compte, hein? Tu es chef et puis tu ne sais pas ce que le député est venu dire. Nous, nous savons. C'est ça. Écoutez, c'est quand même... Non, on est Lomé, on ne sait pas ce qui se passe dans les villages. Et finalement, dans cette ambiance, est-ce qu'on voudra dire que les opposants sont des ennemis des membres de leur famille? C'est ce qu'ils essaient de passer. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'élection, de cas d'électeurs, nous avons dit ça à l'Union au G5 la fois dernière. Je crois que les médias en parlaient un peu. Pas peut-être pas le contenu. Nous l'avons dit, c'est le professeur Oudou qui s'est bien exprimé ça. Le cas d'électeur, au niveau de mon parti, a dit, nous avons proposé, nous avons déjà quelque chose pour le cas d'électeur depuis plus d'un an. On en reparlera tout à l'heure, mais nous restons toujours dans les savanes. Dans cette localité, dans cette partie du Togo, se pose avec acuité le problème d'eau potable. Il y a des images qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que réellement cette localité est confrontée à des questions? Ce n'est pas la localité seulement, c'est la région de Savanes et dans certains coins du Togo. Mais c'est très sérieux le problème d'eau. Là-bas, c'est sérieux parce que la saison sèche dure beaucoup. Les femmes souffrent. Je me rappelle, on était parti quelque part. Les femmes disaient évidemment, elles sont obligées toute la nuit d'aller chercher, d'attendre pour trouver quelques gouttes d'eau. Évidemment, toute la nuit, sans dormir. Oui. Évidemment, quand le mari a besoin, ça faisait rire. Mais c'est tragique. Voilà ce qui se passe, c'est tragique. Et est-ce qu'on n'arrive pas à leur faire des forages? Mais s'il y avait des forages, est-ce qu'il y aurait ce problème? Il n'y aura pas ce problème. Alors qu'un forage, c'est combien on aurait pu faire. On attend que les bailleurs de fonds viennent faire des forages, alors que nous-mêmes, on gaspille des ressources. Les gendarmes qu'on prend, les policiers, les militaires qu'on prend pour les grenades lacrymogènes qu'on jette sur les gens, on aurait pu prendre ça pour acheter, pour construire, pour faire des forages. C'est contre tout ça que nous luttons. Et les gens sont là à dire que fort se réchauffe. C'est pas possible.
Alors, professeur, parlons politique à présent. Oui, effectivement. Certains partis politiques estiment qu'il faut aller aux élections, mais que ces élections soient supervisées par la communauté internationale. Qu'est-ce que Adi en pense? C'est n'importe quoi. Disons que nous, finalement, un parti politique ne peut s'engager que dans le processus électoral. Nous voulons, les gens racontent des histoires. Un parti politique veut avoir le pouvoir par les élections. Mais nous savons ce que c'est que les élections au Togo. Nous avons dit aux gens, à la communauté internationale, c'est vrai, ils disent que Macron a dit qu'il faut les élections, c'est vrai. Il faut revoir le cadre électoral, c'est vrai. Sans révision du cadre électoral, sans les réformes constitutionnelles, ça ne sert à rien. Mais ensuite, il faut des changements. Ce que nous avons dit, nous sommes prêts. Le cadre électoral doit changer. Le gouvernement de transition, il le faut. Avec ça, maintenant, s'il y a une supervision, et avec le concours de la communauté internationale, c'est bon. Mais vous voyez tout ce dont on vient de parler. Comment voulez-vous que dans une localité où les gens, les opposants ne peuvent pas intervenir, on a intimidé tellement les cadres de l'opposition et la population là-bas, comment voulez-vous dire que l'élection est transparente? Deuxième chose, j'ai entendu ce que Isabelle a dit. C'est vrai que la communauté internationale moi-même j'ai fait des supervisions d'élections en tant que député de l'UOMOA. Et je me rappelle, ça a chauffé entre autres, puisque moi je connais cette phrase magique. Et on a voulu mettre la phrase magique, il y a eu des irrégularités, mais en aucun cas ces irrégularités ne peuvent pas de nature voilà. attacher la Mais ça a chauffé, j'ai dit à collègue que non, vous ne pouvez pas. Nous venons, nous observons les élections. D'abord, nous n'avons pas observé tout le processus. La communauté internationale n'observe pas tout le processus. Sauf le cas, il faut mettre un bémol sur le cas des observateurs de l'Union européenne en 1998 et certaines années. Mais vous observez un petit échantillon, peut-être peut-être 7000 bureaux de vote au Togo, peut-être les députés de l'Union qui viennent, ils vont observer peut-être une centaine. 100 sur 7000, et ils n'ont pas le temps, 100 sur 7000, c'est-à-dire ils ne restent pas dans les 100, et ils ne peuvent pas rester dans les 100. Ils sillonnent seulement. Ils sillonnent. Deuxième chose, le dépouillement, ils assistent au dépouillement peut-être dans une dizaine ou une quinzaine, et ils ne voient pas le processus de transfert, de communication des résultats, de compilation des résultats, et ils veulent dire qu'il y a une... Je leur ai dit que non, moi je leur ai dit que je ne suis pas prêt qu'on mette ses forces. Donc, si au moins le cadre électoral des constitutions, la responsabilité des gens n'est pas bien définie, ça n'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, ça parle. Oui, bon, disons que même le chef de l'État a dit que les délais constitutionnels seront respectés. Notre constitution, de quel délai parle? Oui, les délais légaux. Oui, mais il faut lire la constitution, de quel délai parle? Peut-être votre mandat va finir très bientôt. Oui. Il faudra quand même qu'on pense à vous. Il y a dans la constitution une loi qui dispose que nous sommes en fonction du salaire à tout de service des députés qui seront élus. Ça n'a pas précisé. Mais évidemment, il faudra prendre des actes. Mais c'est précisé dans la constitution. Vous rappelez, nous, on devait être élus en octobre 2012, oui. Mais l'élection a eu lieu en juillet 2013, sans aucune forme de procès. Alors, de quel délai parle? C'est n'importe quoi. Et voilà, mais donc, évidemment, nous ne voulons pas nous éterniser. Non, il faut quand même, il y a des élections, mais il faut que tout se passe bien. Nous espérons que tout se passe bien. Donc, à votre entendement, communauté internationale, d'accord, mais il faut que le cadre électoral soit assaini avant. Assaini, les réformes constitutionnelles avec les responsabilités de la Cour constitutionnelle, de la CENI bien établies, et surtout aussi un gouvernement de transition, parce que nous ne pouvons pas avoir des préfets et des directeurs généraux qui utilisent les ressources publiques pour aller faire campagne pour un parti politique, des préfets qui intimident des gens. Nous ne pouvons pas admettre ça. Il faut que ce soit un gouvernement de partage. Nous avons notre responsabilité. Une position de Adi ou bien de toute la coalition? C'est Adi partagé par la coalition. C'est partagé, pas Adi seul, oui. C'est partagé par la coalition. Voilà. Gouvernement de transition. Vous l'avez évoqué au dialogue? Oh, bien sûr. Pas encore. Oui, nous l'avons évoqué au dialogue. Et quel a été... Même avant le dialogue, on l'a évoqué. Oui.
Mais évidemment, les gens pensent que non, que nous exagérons, mais nous avons des preuves. Nous leur disons que non, c'est ça. Est-ce que le pays traverse une crise qui nécessite la transition? C'est à vous d'apprécier. Le pays traverse une crise. Mais vous avez déjà vu que le ministère de l'économie et des finances a annoncé une baisse du taux de croissance de 6 à 2%. De 6 à 2%. Évidemment, ils ont donné les raisons, baisse de la demande, etc., concurrence étrangère. Mais c'est également dû aussi à la crise. Vous voyez, une baisse de 4%, c'est beaucoup. Tout semble normal, mais il faut aller à l'auteur leur demander. Vous voyez, chaque mois, le ministère lance des emprunts sur le marché financier régional. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, cela voudra dire que la caisse de l'État togolais se vide au jour le jour? Ça ne se remplit pas au rythme souhaité. Alors, professeur, oui, face à une telle situation, doit-on dire que le dialogue, c'est fini ou bien c'est au point mort? Disons plutôt c'est au point mort. Vous voyez, les gens nous parlent beaucoup de choses. Le dialogue, nous sommes partis, les partis politiques de l'opposition, le C14, nous ne sommes pas convaincus que ça allait donner quelque chose. Mais nous disons, bon, probabilité, il y a une probabilité, comme la probabilité n'est pas nulle, ça peut donner quelque chose, c'est tout. Ce n'est pas qu'on avait une confiance aveugle à ce dialogue, mais nous espérions que nos concitoyens du régime avaient compris que le Togo nécessitait certaines réformes et qu'on pouvait être accompagné, comme l'a demandé le président de la République lui-même, nous allons être accompagnés par la CEDEAO. Actuellement, il y a eu des lenteurs. Le facilitateur initial, le président du Ghana, a constaté que le fossé est grand entre nous. Parce que nous ne voulons pas que Faure soit président après 2020. Même si certains même souhaitent... Est-ce que Faure soit président ou bien candidat? Candidat. En 2020. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas être président. Bon, donc en 2020. Et que d'autres souhaitent même maintenant. Et ils disent que Faure doit être candidat en 2020 amen. Ad vitam. Voilà. Donc il a constaté que le fossé est grand et doit mener des consultations pour voir comment régler le problème. Ce que je trouve regrettable, donc disons, ils ont nommé 2 facilitateurs, on attend juin pour voir les recommandations. Ce que je trouve fortement regrettable, et ça aussi le gouvernement doit le savoir, quand le gouvernement soit là et que nous ne soyons pas en mesure, depuis que le facilitateur soit parti, que les Togolais discutent entre eux. C'est incompréhensible. Oui, voilà. Donc aujourd'hui, UNIR et la coalition, vous n'arrivez pas à vous rencontrer pour discuter. Voie parallèle. Comment vous pouvez comprendre que dans une famille, vous êtes là et vous pensez que c'est l'extérieur qui va venir résoudre tous vos problèmes. Au moins, entre vous discutez, et si ça ne va pas, l'étranger peut venir aider. Mais là, nous sommes en voie parallèle. Et il va dire qu'il est président du pays. Il n'y a pas de passerelle entre la coalition et le gouvernement, disons, uni. Actuellement, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Mais les diplomates vous rencontrent, peut-être, c'est pas ça? Nous rencontrons les diplomates pour dire ce que nous pensons. Oui, c'est ça. On marque la pause, messieurs et dames. En studio avec notre invité, professeur Aimé Tchaboulé-Gogué, qui est le président national de ADI. Alors, monsieur le président, on constate ces derniers temps, beaucoup de Togolais craignent de sortir de chez eux la nuit pour aller peut-être voir des amis ou aller faire d'autres activités si c'est la nuit qui s'impose à eux. Alors, comment comprenez-vous que parfois on arrive à arrêter beaucoup de gens et puis on les enregistre dans les gendarmeries? Vous êtes député, avez-vous cherché à comprendre? Non, qu'est-ce qu'il y a à chercher à comprendre? C'est une activité totalement illégale et nous vivons un état de siège permanent. On ne comprend pas pourquoi les populations qui sortent, même déjà à partir de 19h ou bien peut-être plus tard à 20h, on commence par rentrer dans les quartiers, on empêche les gens de sortir, on tabasse les gens, on amène des gens dans les postes de police, on prend leurs photos et leurs empreintes digitales, comme si c'était des criminels vulgaires, ce qui est totalement illégal. On se demande s'il n'y a pas des idées cachées derrière ça, s'ils ne préparent pas des listes électorales. C'est des hypothèses, mais je ne peux rien dire. Mais quand même, c'est incompréhensible. Un citoyen qui marche, qu'on l'attrape, qu'on l'amène pour prendre ses photos et ses empreintes digitales, c'est complètement indicible.
Et je regrette vraiment que les Togolais ne soient pas responsables. Ça, ce n'est pas une activité, ce n'est pas les partis politiques qui doivent s'opposer à ça. Les partis politiques, oui, mais la société civile doit se préoccuper. Les citoyens togolais doivent se préoccuper de ça. Parce que c'est un droit, la liberté du mouvement de se déplacer dans le pays pour un citoyen togolais, c'est un droit constitutionnel. Vous savez aussi que parfois ils arrêtent les gens qui n'ont pas de pièce d'identité. Or, ils savent les problèmes qu'il y a pour les pièces d'identité. Je vous rappelle que Adi avait déposé, l'année dernière, ou bien un peu plus d'un an, une proposition de loi pour rendre obligatoire la constitution de carte d'identité pour les Togolais de plus de 15 ans et trouver des moyens de simplification pour cela. Évidemment, ça dort là-bas, j'espère que ça va passer. Mais vous connaissez les problèmes, on se dit qu'au moins plus de 70% des Togolais n'ont pas de pièce d'identité. Alors, avec ça, comment vous allez arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité? À cause de vous-même, vos défaillances, les défaillances de l'administration publique, de l'administration qui fait que les gens n'ont pas de pièce d'identité et vous les arrêtez pour ça. Vous faites payer à la population des... Non, peut-être c'est que les parents n'ont pas déclaré leurs enfants dans les états. Si on n'a pas déclaré, c'est qui? L'État doit prendre des dispositions pour que cela puisse se faire. Des audiences foraines, par exemple. Des audiences foraines, ça peut se faire. Ça fait plusieurs années qu'on en parle de ça. Et jusqu'à quand ça va s'arrêter? Très bientôt? Jusqu'à quand? Ça dépend de la population. Si la population se sent si intimidée, pense que c'est simplement tout le monde veut jouer au passager clandestin, c'est-à-dire pense que soit c'est les partis politiques ou bien quelques individus des partis politiques qui vont lutter pour que ça cesse. Ça ne va pas cesser. Il faut que la population puisse se lever elle-même pour dire que c'est assez. Non, mais à ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui de communiquer autour de cette situation, notamment de la part peut-être du ministère de la Communication ou autre, pour sensibiliser les populations sur le bien fondé de cette pièce d'identité? Oui, mais nous avons introduit la proposition de la loi. Nous avons fait une campagne, nous en avons parlé en son temps. Évidemment, ça dort là-bas. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons fait la publicité autour de ça. Nous avons, sur ce rafle, nous avons, de ces 14, attiré l'attention de la communauté internationale sur ça. Je crois que nous en avons parlé lors de certaines de nos conférences de presse. Ça, nous l'avons fait. L'autre fait, vous avez décidé ce soir vos manifestations qui étaient prévues pour mercredi, demain et puis dimanche. Alors, la raison? Non, la raison, vous savez, il y a des conflits entre nous et le gouvernement en ce qui concerne les itinéraires. Il y a ça. Ensuite, bon, pour essayer de voir si on veut mieux organiser cela et puis ensuite essayer de donner plus de chance encore au dialogue. Mais ça ne veut pas dire que nous avons renoncé aux manifestations. Parce que les itinéraires, c'est vrai, le gouvernement dit que manifester quelque part, c'est comme dire, vous ne donnez pas à manger à votre enfant, l'enfant veut pleurer, pleure. D'abord vous l'interdisez de pleurer, et puis ensuite vous dites qu'il n'a qu'à pleurer dans une chambre, vous l'enfermez dans la chambre, il n'a qu'à pleurer. Comment l'enfant va faire pour que le monde sache, pour que les gens sachent que le papa ne lui donne pas à manger? C'est la situation que nous vivons. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous contenter d'aller dans les endroits qui nous disent où il faut faire nos marches. Donc, ce n'est pas une décision de ne plus jamais manifester. Non, on ne peut jamais prendre une telle décision de ne plus jamais manifester. Mais vous voulez donner une chance aux discussions. Nous voulons toujours donner une chance aux manifestations. Vous savez, nous, à mon niveau, bon, les manifestations tous les jours, je ne pense pas que c'était ça la solution. Mais il vaut mieux faire des manifestations significatives. Et vous avez dit quand même que c'est pour donner chance aussi à la facilitation de pouvoir régler le problème. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a possibilité ou susceptibilité de pouvoir vous rencontrer avant juin? Moi, j'espère. On ne va pas vous demander de vous faire des propositions pour résoudre une crise. Vous rencontrez une partie, vous ne rencontrez pas l'autre partie. Ce n'est pas possible. Ils ne vont pas deviner ce que nous voulons. Ils sont obligés, les deux facilitateurs, de nous rencontrer. S'ils ne nous rencontrent pas, nous-mêmes, nous ferons des efforts pour les rencontrer. Vous êtes député, votre collègue, Mme Isabelle Ameganvi, a saisi le Premier ministre par rapport à l'affaire Bolloré. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une bonne chose. Nous pensons même aller plus loin, aller vers une commission d'enquête parlementaire. Et ça, probablement, nous le ferons. Mais, vous voyez, ce pays n'est pas géré, n'est pas gouverné. On ne peut pas penser attribuer des marchés
d'une manière aussi désinvolte. Vous savez, celui qui traitait le port a été renvoyé. On a attribué le port. C'est pire que ce qui s'est passé en Guinée. C'est les militaires également qui ont envoyé celui qui était ici auparavant pour attribuer le marché, l'exploitation du marché à Bolloré. Actuellement, Bolloré a un grand monopole sur le port de Lomé. Donc cela augmente les frais. Vous avez vu, il y a quelques jours, c'est passé sur la télé le problème de l'érosion côtière. Oui. Pas d'étude d'impact, ils ont conçu le requête et la population souffre. Il n'y a pas d'indemnisation. C'est totalement inadmissible. Oui, mais vous étiez élu depuis 2013 et les populations se plaignaient depuis 2012. Ouais. Alors, qu'aviez-vous pu faire? Oui, en tant que représentant ou de ces citoyens. On n'a pas besoin d'être député seulement pour le faire. En tant que député, il y a des collègues qui ont posé le problème au ministère de l'Environnement. Pour l'érosion côtière, c'est vieux. Moi, quand j'étais à l'université, on en parlait. Livy, vous connaissez le professeur, c'est là qu'il travaille. Oui. Et l'université avait donné des moyens pour cela. Des moyens. Mais le Togo n'a pas pris ça à bras le corps. Maintenant, avec l'extension du port, ça a pris une autre ampleur. Donc, les députés sont préoccupés, mais vous savez, ce gouvernement s'en fout. Comme ils ont une députée, une large majorité à l'Assemblée. Oui, mais je vais vous lire quand même cette position du PDG du groupe Bolloré, Vincent Bolloré, qui dit « S'agissant du financement de campagne politique, notre groupe n'a versé le moindre centime au candidat ou à un quelconque parti politique. À propos des concessions, les appels d'offres internationaux ont eu lieu au Togo en 2001 et en Guinée en 2008. Nous avons gagné celui du Togo en 2001 en étant arrivé premier. » Bon, nous avons dit qu'il y a l'interpellation de Maître Hamadi et deuxièmement, nous avons demandé la commission d'enquête parlementaire. Nous espérons que ça va aboutir. Et troisième chose, il y a l'affaire à la justice française. On verra, il n'a qu'à porter cette affaire, ces arguments à la justice française. Et la justice française, avec ces trois éléments, nous espérons pouvoir avoir des éléments de réponse véridiques. Voilà. Et je reviens un peu vers la coalition. Il y a des gens qui frappent à la porte, notamment le PRR de Nicolas Lawson. Je sais, vous n'êtes pas le président, disons la coordinatrice de la C14, mais quand même, est-ce que des dispositions se prennent pour de nouvelles entrées? Non, ce ne sont pas la coordination qui prend les décisions. Nous discutons beaucoup à la coalition. Nous avons eu déjà des gens qui ont... Des demandes? Oui, on n'a pas le passé, oui. Le NI et puis le parti, j'ai oublié le nom, le parti de M. Kiki. Oui, PADT. Voilà, ils avaient demandé. Bon, nous allons peut-être traiter ça de la même façon. Voilà. Mais vous ne les avez jamais intégrés, le NI et le PADT. Je vous ai dit qu'on va étudier ça de la même façon. 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63. Pour être en direct avec nous, vous avez une question à poser à notre invité, professeur Gogué. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Ok. Le président des universités. Ils sont traités de qu'ils ont vendu leurs armes et même les patrons même des patrons même du journal, les patrons de presse n'ont même pas réagi. Je ne pense pas qu'il y ait un problème, il y a une anomalie là-bas aussi. D'accord. Bien noté, cher ami Didier. Et un autre intervenant, allô? Oui, monsieur Gado? Bonjour. Oui, bonjour. 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 Non, non, ça s'entrecoupe. Non, s'il vous plaît, ça s'entrecoupe, on ne comprend, on n'arrive pas à saisir. Aujourd'hui, avec le peuple dans 5 ans, et moi je savais que son Yatinga allait gagner les élections. Et j'ai posé cette question au professeur Gogué sur vos affaires. Voilà le forêt d'Azak à 5 ans, t'as pas su. Il disait qu'il sera
voilà le moment venu. D'autre part, est-ce que dans ce pays, le Togo, est-ce que le niveau bien FPD a une fois gagné les élections? Moi, je savais qu'il y a des élections propres dans ce pays. Les élections sont des indépendants. Il serait bien que de part et d'autre, nous puissions, l'opposition et le gouvernement, puissent faire espace et pouvoir discuter. Je voudrais savoir quel est le rôle de la médiature au Togo. Quel est le rôle de la médiature au Togo? Est-ce que l'opposition ne peut pas, une fois encore, s'approcher de Monseigneur Tatapami pour pouvoir essayer de rencontrer le chef de l'État? D'accord. Donc c'est ma proposition pour que, au lieu d'attendre l'agent de la CEDEAO pour pouvoir résoudre la crise du Togo, il faudrait que l'opposition fasse cela. Parce qu'aujourd'hui, les finances ne permettent même pas de faire les élections que le chef de l'État préconise pour pouvoir, dans les délais impartis, comme il est à très plaisir. Merci. Merci, monsieur Anani. Alors, professeur, on va commencer par le dernier intervenant. Alors là, les résultats de l'enquête prévision macroéconomie 2017 ont été présentés mercredi à Lomé. Alors, c'est une initiative du ministère de l'économie et des finances qui va permettre un suivi des activités des secteurs publics et privés et aussi de déceler les difficultés en vue d'anticiper sur les conséquences. Alors, le taux de croissance de production attendu en 2017 est de 2,6% contre 6,6% en 2016. Et le chiffre d'affaires croîtrait de 2% contre 2,6% la même année. Le niveau d'investissement de son côté enregistrerait une baisse de 18,6% en 2017 par rapport à son niveau de 2016. Alors, et tout cela amène notre auditeur à dire, est-ce qu'il n'y a pas de problème à ce niveau et quel est le rôle de la médiature? Non, c'est vrai, je le remercie, je remercie Anani pour ses préoccupations. Vous savez, dès que la crise a commencé, moi j'ai vu les responsables du gouvernement et du régime. Je leur ai dit que c'est une crise sérieuse. Il faut qu'on fasse attention, ça jette de l'incertitude dans le pays. La baisse du taux de croissance est due en grande partie à la crise que nous traversons. Vous voyez, sur un espace de 6 mois, c'est passé de 2,6 à 2,6%, c'est énorme. Nos manifestations que nous faisons, nous ne le faisons pas avec la gaieté de cœur. Nous savons que ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences, ça a des conséquences négatives sur le bien-être des Togolais. Pas l'économie seulement, le bien-être des Togolais d'une manière générale. Mais vous continuez pas à le faire. Oui, mais nous disons qu'il faut vite résoudre le problème. D'accord. Le dialogue, moi j'avais dit que mais si on voulait, en septembre, on aurait tout résolu. On aurait tout résolu. Les gens ne veulent pas entendre parler. Est-ce que parce que tu as faim, on ne te donne pas à manger, tu vas te taire parce que tu veux que ce soit calme? Non. Et nous avons dit qu'il faut vite résoudre. La médiature. La médiature n'est pas du tout intervenue dans cette affaire. La médiature, ne doit pas s'occuper. Est-ce que son rôle s'étend jusqu'à ce niveau? Non. C'est pour régler des problèmes entre l'employé et l'administration. Non, les citoyens et l'administration, d'une manière générale, n'étant pas jusqu'à ce niveau. Mais il devait être en mesure, d'essayer de voir comment intervenir un peu, mais là, elle est totalement absente. Oui, selon Gado, la question vous a été posée sur cette même antenne une fois, et vous avez dit que quand vous serez au pouvoir, vous allez faire l'audit. Je ne suis pas au pouvoir, je ne vois pas pourquoi me poser cette question. Alors, est-ce qu'au niveau des universités publiques, ce sont les professeurs qui décident ou bien qui votent pour la présidence? C'est le président qui nomme. C'est le président qui nomme le président de l'université. Mais normalement, dans beaucoup de pays... c'est comme ça, c'est prévu dans la Constitution togolaise? Oui. Mais dans beaucoup de pays, c'est plutôt... c'est prévu, mais le président a la possibilité de le faire. C'est-à-dire de demander au collège de professeurs de nommer le président, de lui proposer un certain nombre de présidents il peut demander au professeur de lui proposer de lire 2 ou 3. Il semble que c'était prévu dans la Constitution de 92, mais revisé en 2002. Parce qu'il devait faire des élections et ils ont vu la tendance, on devait élire quelqu'un qui n'était pas
de leur côté. Vous vous rappelez, moi, j'avais dit à un président du pays, d'un pays de la sous-région, que ce n'est pas la peine de vouloir nommer un de vos militants comme président de l'université. Nommer quelqu'un qui est accepté par ses pairs. Lui-même, en tant qu'individu, il a l'obligation de résultat pour lui-même. Oui. Et vous n'allez pas nommer quelqu'un qui va vouloir que les étudiants fassent grève tout le temps. Voilà. Donc, En tout cas, lui aussi, il voudra quand même que lui-même travaille dans des conditions normales, tout comme les apprenants aussi. Voilà. Et il a refusé ce que je lui ai dit. Il a nommé quelqu'un, mais il a été obligé 3 mois après de l'enlever parce que les gars étaient inefficaces. Mais, monsieur le président, les Togolais ne doivent pas perdre espoir. Non, du tout. Si nous perdons espoir, nous ne vivons pas. Merci. Mais il faut continuer la lutte. Et ne pas croire que c'est seulement les politiciens qui vont résoudre le problème. Tout Togolais est obligé d'intervenir. Nous devons laisser notre peur de côté. Merci, professeur Aimé Gogué, d'être venu chez nous. Merci, Joachim, c'était un plaisir. Voilà, messieurs et dames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Vous allez retrouver tout à l'heure Jacob Arama pour le journal en EV à partir de 8h30. Et n'oubliez pas, le débat continue sur la page Facebook de votre radio. Tapez Victoire FM. Excellente journée à toutes et à tous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.